Bonjour, P The Builder. Comme invité, Almami. Almami Kanouté. Bonjour, Salut, Al. P. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? La forme? On est là. Ok. Je veux que tu te présentes, mais avant, je vais te poser une petite question. P The Builder, ça te fait penser à quoi? P The Builder, ça me fait Ça penser. t'inspire comment? Ça me fait penser, là tout de suite, là, building, Hein? quelque chose, tu regardes De haut, la tête en l'air. Voilà, quelque chose qui va vers le haut. qui va vers le haut. Très bien. Quelque chose que tu bâtis sur des bases solides et dont tu rêverais atteindre le sommet. Ok, bah, j'aime bien, moi. J'aime bien, merci. Je vais la garder, celle-là. Ah, je vais te laisser te présenter et après, on va démarrer. Alors, Almami Kanouté, j'ai 40 ans, donc né dans le 18e. Mes parents ont vécu dans le 19e. Donc, à l'âge de 2 ans, ils ont décidé de s'installer dans le Val-de-Marne, dans la ville de Fresnes, là où j'ai grandi, là où j'ai fait mes classes. Et là où, on va dire que le Almami Kanouté s'est forgé. Voilà, j'ai eu un parcours professionnel basique. Voilà, j'ai aussi été, comme de nombreux confrères ou camarades de lutte, victimes de la conseillère de désorientation. Donc j'ai fini en bac pro, donc j'ai été jusqu'à un BTS. Bac pro, quoi t'as fait? J'ai fait bac pro outillage aéronautique. Ensuite, j'ai fait un BTS Aéro, études et réalisation d'outillage, donc ce qui me permettait d'avoir les bagages nécessaires pour bosser dans l'aéronautique. C'est pas mal quand même comme orientation. Ouais, non, franchement, c'est quelque chose qui a fini par me plaire, parce que j'ai appris à concevoir des pièces dans des matériaux très, très, très spéciaux. Et après, j'ai eu mon expérience professionnelle dans le domaine. Ah, t'as Et bossé aussi un peu dans ouais, l'aéronautique? j'ai bossé dans l'aéronautique une bonne dizaine d'années. Mais la période dans laquelle j'étais, c'était une période de transition, puisque j'avais affaire à une ancienne génération d'ouvriers. Moi, j'arrivais entre comment dire, la pratique industrielle à l'ancienne et la nouvelle pratique numérique. Donc j'avais ces deux acquis. Mais j'étais confronté à une réalité, c'est que les anciens ouvriers me voyaient d'un mauvais œil. Parce que j'étais, voilà, Tu ramenais la modernité, tu ramènes... Voilà, j'étais un petit peu la modernité, mais en même temps, j'étais ce jeune issu des quartiers populaires, non blanc, qui posait aussi un problème. Parce que là, j'avais un statut de responsable, donc chef d'équipe. Et dans mon équipe, j'avais des anciens. Et quand tu connais voilà, le rapport respectueux qu'on peut avoir avec les anciens en général, même au-delà de nos communautés respectives, bah tu fais profil bas par moment, tu prends sur toi, mais malheureusement, tu vois, très rapidement, j'étais confronté aussi, dans mon job, j'étais confronté aux discriminations, au racisme. Il a fallu que je puisse me défendre correctement, donc il a fallu que je m'intéresse au droit du travail. Est-ce qu'il était normal qu'on tienne de tels propos à mon égard, et ainsi de suite. Donc j'ai fait mes classes. T'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, j'avais 20, quand j'ai terminé le BT, j'avais quoi? J'avais 21 ans. 21 ans. Ouais. Donc on t'a orienté dans cette direction qui est sympa en vérité. Et de là, t'as fait tes études, t'es parti en formation, t'as commencé à bosser. Et dès cette période-là, t'as été confronté à beaucoup de choses. Bah, des choses que j'avais déjà vécues avant, tu vois, en tant qu'ado. Quand tu grandis dans un quartier populaire et que tu es amené régulièrement à subir des contrôles aux faciès ou à être bousculé pour un oui ou pour un non. Ça, c'est des choses, tu vois, auxquelles on a été confronté très tôt. Donc, arrivé dans le monde du travail, on se dit, ah, là, on espère que ça va mieux se passer. Ça va mieux se passer. Mais tu te rends compte que ce que tu subissais déjà à l'extérieur, ben, tu le vis déjà à un autre niveau. Là, on a atteint un autre level, c'est le cadre professionnel. Tu te dis, t'es à l'abri. Et en même temps, c'est un métier fermé. Ouais. C'est un métier fermé, c'est un métier particulier.
Exact. Donc ça devait être encore plus gros. Plus gros en pression aussi, puisque j'avais en charge la qualité des réalisations. Donc sans mon aval, des pièces ne pouvaient pas être mises à la vente, par exemple. Et l'un des points d'accroche qu'il y avait eu avec l'un des commerciaux, c'est qu'il avait promis une livraison à une date précise à un des clients, et moi, en prenant les mesures, donc des pièces, pour moi, elles n'étaient pas aux normes. Il faut savoir que dans l'aéronautique, il y a des réglementations très strictes. C'est-à-dire qu'il suffit que d'une seule vis soit la pièce défaillante dans un avion, installée dans un avion, pour provoquer un crash, par exemple. Et après l'enquête, donc les fameuses boîtes noires, quand on finit par vérifier d'où provenait la problématique, s'il s'avère que le problème provenait de cette fameuse vis, une vis que moi j'ai laissé mettre à la vente, la responsabilité me revient. Okay. Donc j'avais gros sur les épaules, et ce fameux commercial a fini par craquer. Donc bon, il n'a pas assumé ses propos face à moi, c'est-à-dire qu'il tenait certains propos racistes auprès de mes collègues, ainsi de suite, jusqu'au jour où ils finissent par dire que, en réunion dans le bureau de la direction, on vous a appris à manger avec des couverts, vous n'allez pas nous apprendre à travailler. Donc à cette époque-là, je crois que j'avais, je sais pas si tu te souviens, les premiers smartphones, la marque QTech. Non, ça me dit non. Donc la marque QTech, c'était l'un des premiers smartphones d'une marque française. J'avais dans la main, et sous le coup des nerfs, je l'ai explosé au sol. Et ce geste-là m'a valu des problèmes par la suite, puisque j'étais accusé d'avoir utilisé un projectile pour viser le commercial en question. Ok. Et lui ? Lui, il a été sanctionné pour ses propos ? Pas du tout. Pas du tout. Il a été couvert. Le directeur qui était là lui dit j'ai mal interprété les propos. À l'époque, ils avaient créé la HALD. Donc j'ai fait appel à la HALD. J'ai fait mes courriers. J'ai fait remplir des attestations. Mes collègues qui ont témoigné des propos qui étaient tenus en mon égard. Et quelques mois après, je reçois un courrier. Par manque d'éléments, nous ne pouvons donner suite à vos plaintes. J'ai dit donc là, le message était clair, c'est-à-dire l'institution nous fait croire de mettre en place des dispositifs pour lutter contre les discriminations, le racisme, et au final tu te rends compte que en fait c'est que du bluff. C'est que du bluff. Donc j'ai saisi les prud'hommes, je me suis approché des syndicats. Là je me suis rendu compte de la supercherie des syndicats. Donc en gros, si t'es pas adhérent, tu peux crever dans ton coin, toi on t'aide pas. Donc tout ça, ça m'a obligé à me rassurer sur le fait que il y a que par nous-mêmes que le changement peut arriver. C'est-à-dire, quand je dis que par nous-mêmes, c'est que si on ne fait pas l'effort de devenir autonome, indépendant, on dépendra toujours d'infrastructures ou d'individus qui n'ont pas cette volonté à vouloir faire changer les choses. Tu vois ? Là, c'était premier gros mouvement de réflexion. Ça fait partie. Ça fait partie. De mes gros mouvements de réflexion, puisque, comme j'ai précisé tout à l'heure, avant ça, c'était plutôt dans la rue. C'était plutôt dans la street, tu vois. Et t'avais déjà des réflexions comme ça, tu te posais déjà ce genre de questions? Je me posais déjà ces questions-là, puisque, tu vois, quand tu t'inspires déjà du parcours de tes parents. Tu vois, moi, j'ai un père qui n'a jamais été à l'école. Son petit frère, lui, était lettré, tu vois, lui, il a été à l'école. Mon père, comme c'était l'aîné de la famille, il était envoyé au village, il travaillait dans les champs. Et quand je repense à son parcours, il ne parlait pas un mot français, il est passé par le Congo. Après le Congo, il est arrivé en France. Il ne parlait pas un mot français, il a commencé à bosser. Il a bossé une longue période pour Air France, il a fini par se blesser. Ensuite, il a fallu qu'il change de voie. Il a voulu devenir chauffeur de taxi. Il prenait des cours du soir et en même temps, il faisait sa formation dans le taxi. Il est devenu artisan de taxi et il travaillait à son compte. Il était indépendant et autonome dans son métier, tu vois. Et je me dis, tu vois, pour un
pour un homme qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais fait de longues études, il avait cette détermination, cet acharnement à soulever des montagnes. Et tu vois, j'aimerais avoir, tu vois, cette force-là, cette ambition de partir de rien, de -20 et d'arriver à plus 100, tu vois ce que je veux dire? Tu penses que tu ne l'as pas? Je pense que oui, je ne l'ai pas. C'est surprenant ce que tu dis. Bah, je ne l'ai pas, pourquoi? Parce que je suis né en France, donc je suis né dans des conditions moins compliquées que celles que mon père a pu connaître à son époque, sa période. Et je me dis, je pars déjà avec des avantages. Mais avec le recul, et regardant, observant et analysant le contexte social aussi, c'est pas comparable en réalité. Mais je me dis, malgré tout, tu vois, je pars déjà avec une marche de plus que celle que mon père n'a pas pu avoir, lui, à son époque. Et je me dis, les efforts doivent être les mêmes, les objectifs doivent être les mêmes, mais les obstacles sont différents. Ouais. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, toi, sans mauvaise prétention, pour ma part, je préfère me dire que j'ai pas atteint le level de mon père. Pas atteint, mais je pense que t'es en voie, t'es en route, t'es pas à zéro non plus. T'as un parcours de combattant, t'as un parcours qui va de l'avant, qui permet d'inspirer beaucoup d'autres. Ton père était ton modèle? Ouais, ça reste mon modèle. Ça reste ton modèle. Aujourd'hui, quand on me demande quelle est ta source d'inspiration, je parle de mes parents. Tu vois, les deux? Les deux, tu vois, je me dis, quand je repense à ma mère, tu vois, je l'ai perdue en 99 suite à une erreur médicale. Tu vois, j'avais à peine 20 piges. Et je me dis, si j'avais les acquis que j'ai aujourd'hui, tu vois, j'aurais pu soulever l'institution médicale qui a couvert le médecin qui a provoqué le décès de ma mère et aller jusqu'au bout de la démarche. Mais à 20 piges, je te retrouvais face à une avocate qui, toutes les semaines, te demande un chèque, alors que tu viens à peine de rentrer dans la vie active. Il y a des codes que tu ne maîtrises pas. Tu as une pression sur les épaules que tu ne devrais pas avoir. À un moment donné, tu as envie de tout exploser, en fait, tu vois. Et c'est en partie, tu vois, l'une des raisons pour lesquelles je reste déterminé, acharné sur les sujets que je défends aujourd'hui. Tu vois, là, les gens me disent que ouais, quand tu prends position, tu vas jusqu'au bout de ta démarche. Tu vois, que ça soit dans le milieu associatif, milieu professionnel ou politique, j'ai toujours eu la même ligne de conduite. Tous tes combats, tous tes engagements, tu as été jusqu'au bout à chaque fois. Tu essayes d'aller jusqu'au bout à chaque fois. J'essaie d'aller jusqu'au bout. Ouais. J'essaie d'aller jusqu'au bout et de jamais céder, jamais baisser les bras. Parce qu'en réalité, on a tous des responsabilités sur nos épaules, c'est-à-dire que la répercussion de nos actions, de nos actes, ça a une grande importance pour les futures générations. Tu vois, quand on regarde le parcours de nos parents, on se dit ils se partent de rien, mais tous les soirs, on a de quoi le manger dans la gamelle. Ils ont fait en sorte que on soit bien vêtus, qu'on ait les mêmes chances que les fils d'eux, tu vois. Et en vérité, on n'a pas d'excuse à procéder autrement que de suivre leur modèle, leur référence. Donc, par exemple, mon père n'a jamais été à l'école, mais très tôt, il a su me mettre devant Racine, Chaka Zulu. Et moi, tout de suite, ça m'a marqué, ça m'a baigné dans une réflexion que je peux expliquer aujourd'hui, que je peux assumer. Tu vois, c'est quand tu as connu une période de ta jeunesse où, justement, tu es en recherche. Tu es en recherche identitaire, tu es en recherche tu as tout un tas d'interrogations. Tu te dis, mais qui suis-je en réalité? Quand je vais au Mali, je suis un Français. Quand je retourne en France, je suis le Malien. Je suis qui en réalité? Où je suis, où je me place. Voilà, où je suis, quelle est ma place? Et du coup, tu dis, mais en fait, il n'y a pas besoin de se demander... ma place, c'est celle-là. C'est celle-là, ma place. Et personne ne va me dire là où je vais m'asseoir.
Si je veux m'asseoir là, je m'assois là. Si je veux monter là, je monte là. Si je veux redescendre, je redescends. Mais personne ne doit me dicter ce que j'ai à faire et où je dois aller. C'est comme ça que tu gères ton leitmotiv. C'est comme ça en partie parce que j'ai toujours refusé le fait qu'on me colle des étiquettes ou qu'on cherche à m'orienter. Après, je sais pas si c'est dû au traumatisme de la concert de désorientation, mais je lui dis c'est fini. Tu vois, on va me proposer des prospectus, on va m'indiquer ouais, tu serais bien là. Je prends le temps, tu vois. Je laisse l'espace à la réflexion, j'analyse, je consulte, je laisse toujours place à la concertation, tu vois. Avec soi-même déjà, c'est ce qui est quelque chose de très important, et puis autour de soi. Tu vois, j'ai toujours pris la peine, chaque décision, j'ai mon petit noyau autour de moi, j'appelle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, pour, contre. Tu vois, jamais je vais prendre une décision seul comme ça. Seul comme ça. Donc ça fait partie de mon leitmotiv, tu vois. Et surtout, aussi dans ce fameux réflexe pour éviter de reproduire des erreurs que les anciens ont pu commettre, tu vois. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ben, les gens, j'ai certaines personnes qui vont me reprocher, ouais, vous n'auriez pas dû pointer du doigt telle association. Je dis, ouais, mais dans les années 80, t'as vu, on était des marmots. Ils ont fait du sale en 83. Après, je n'ai pas avoir peur de parler des SOS Racisme, par exemple. Tu vois, on nous a vendu du rêve. Il y a eu des mobilisations, il y a eu des actions. Mais on a voulu, pendant très longtemps, nous faire croire qu'en mettant en place des testings, donc en permettant à nos grands frères, grandes sœurs, de faire du forcing qui puisse rentrer en boîte de nuit, ça allait arranger les choses pour l'avenir. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la problématique, elle a pas bougé. Elle a pas bougé. Elle a empiré même. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je veux bien entendre, oui, mais ils ont quand même fait. J'ai dit, ils n'ont rien fait. On va dire les choses clairement. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on est obligé de redoubler d'efforts et d'être ferme et d'arrêter de sourire pour leur faire comprendre que là, on est dans du sérieux. Tu vois, on n'a pas le temps de rigoler, on n'a pas de temps à perdre. Là, on perd des frères, un certain nombre de frères chaque année. Tout le monde se retourne vers ce qui se passe aux États-Unis. Après, qu'il reste aussi, pour certains d'entre nous, une grosse source d'inspiration par rapport à la culture hip-hop. Mais socialement parlant, on va se dire les choses. Il faut que le tempo soit lancé de l'autre côté pour que aujourd'hui les gens prennent conscience que prendre position, c'est pas une honte. Ça a toujours été le cas. Hein. Ouais. Malheureusement, ça, pour toute chose en France, ça vient souvent d'ailleurs avant que le rythme y prenne ici. Sur ce point-là, mais même sur des points positifs, quoi. Sur tous les points, c'est comme ça. Ils ont besoin, la structure, la société a besoin de l'aval d'autres pays pour pouvoir peut-être être plus actif, mais tu le vois même dans les sportifs, par exemple. Tu vois bien que les sportifs, c'est après les sportifs US qu'ils ont commencé à se mêler un peu plus. Je dirais même après les sponsors. Après les sponsors. C'est pire encore. C'est pire. Donc ça... malheureusement, on vit ça et on le vit là-dedans. Mais avant d'arriver là, tu sors donc de ce boulot, de ce métier qui est dans l'aéronautique. Et c'est quoi ta suite après? Là, tu as quoi, 22, 23? Bah, je vais même pas dire la suite, c'est qu'en parallèle, tu vois, j'étais déjà très investi dans le social, donc dans l'associatif. On avait les anciens du quartier qui nous organisaient des sorties ludiques, pédagogiques, tu vois. Pendant les vacances, il y avait des séjours mis en place. Et en fait, on a assuré la continuité, la suite de cette démarche-là. Parce qu'à l'époque, on avait aussi un club, on avait des éducateurs spécialisés dans le quartier. Le département a cessé de financer la prévention, donc on s'est retrouvés livrés à nous-mêmes. Donc moi, j'ai fait partie de cette génération qui, plutôt que de tenir les murs ou de céder à certaines tentations qui mènent malheureusement nulle part, ben, je me suis dit, ben, vas-y, on va créer notre assos. Et à la base, donc, la
La première asso, c'était quoi en 2002, 93e avenue. Et dans les objectifs, ils étaient clairs. C'était d'organiser et de créer des événements interculturels et intergénérationnels. Donc déjà très tôt, on avait déjà cette ambition de faire tomber les murs qu'il y avait autour de nous. Tu vois, c'est-à-dire que les élus aimaient bien nous voir jouer au foot entre nous, au basket entre nous, dans notre précaré. Mais à partir du moment où je me suis retrouvé dans un bureau d'élu et que l'élu, dans notre démarche, commence à nous poser des questions, ouais, mais pourquoi vous voulez des créneaux de gymnase, pourquoi vous voulez faire ceci, cela. Je dis, ben, parce qu'on veut se retrouver dans des espaces publics avec d'autres habitants de la ville, pas qu'entre nous. Mais j'ai fait l'erreur, malheureusement à l'époque, de dire que mon ambition, c'était de fédérer les quartiers de la ville. Toi, c'était même pas de dire fédérer déjà les habitants de mon quartier, puisqu'on l'était déjà de fait, mais c'était de fédérer les quartiers de la ville. Ils étaient contre ça? Bah, il y a eu un bond en arrière quand même. Tu vois, moi, je savais pas que cette ambition-là était politique, tu vois, dans leur interprétation. Alors que moi, la politique, T'étais pas dedans. J'étais pas dedans, en fait. C'était... Vas-y, tu vois, les histoires de col blanc, je suis pas dedans, moi, tu vois. À cette époque-là, jamais j'aurais cru me voir, tu vois, être à l'initiative de mouvements citoyens, participer à des élections et tout. Mais c'est l'expérience que j'ai dû vivre qui m'a amené à tout ça, tu vois. Donc en parallèle, j'évoluais dans le milieu associatif. Donc après, bon ben voilà, ce magnifique département que nous aimons tant. D'après nous. Hein, le Val-de-Marne, le 9-4, qui comment dirais-je, nous a forgé, tu vois. Quand on revisite notre réseau sur le 9-4, je pense que tu as entendu ce qui s'est passé sur Vitry par rapport aux élections, par rapport à l'intronisation du maire, et qui, stratégiquement, il s'est vu remercié par la majorité. Tout ça, c'est un travail de longue date. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qui ont été pensées, c'est des choses qui ont été réfléchies. Il y a eu plusieurs échecs. Et tu vois, tout à l'heure, j'évoquais les histoires de codes. Quand tu commences à maîtriser des codes et à les mettre en pratique, et ben, ça donne ce qui s'est passé à Vitry, par exemple. Ça donne ce qui s'est passé dans certaines villes où tu as des candidats autonomes, indépendants, de tout parti traditionnel, arrivent à récupérer des villes. Parce que, voilà, on s'est inspiré de ce qui s'est fait hier, on a appris des erreurs et on évolue. On évolue. Donc le milieu associatif m'a aussi pas mal forgé, tu vois. Tu les as créés toi-même, t'en as eu plusieurs? J'en ai eu plusieurs, j'ai été à l'initiative de plusieurs dynamiques. Et aujourd'hui, tu vois, je me réjouis d'un réseau solide et efficace, tu vois, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan éducatif, social, tu vois, solidarité, fraternité, même économique. Tu vois ce que je veux dire? C'était que là, on n'a plus honte de parler investissement, création d'entreprise, tu vois. Il y a une certaine période, c'était malvenu, tu vois. C'était la gêne. Voilà, c'était la gêne, tu vois. Moi, on me surnommait le plus grand bénévole au monde, tu vois. Moi, les choses, je te les fais gratuitement. Mettre en relation des gens. C'est après que j'ai appris que c'est du réseau. C'est du réseau et que des gens prenaient des sous pour ça, tu vois. Non, parce qu'on on nous l'a pas appris. Non. Ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend à l'école et bizarrement, nous, on nous a pas enseigné que... Tu vois, aujourd'hui, je suis consultant, tu vois. J'étais éducateur spécialisé. J'ai fait le tour, tu vois, internat, structure protection jeunesse, CEF. J'ai fait le tour. Je me dis, je suis plus trop à l'aise avec ce que je vois et ce qu'on nous demande de faire. Aujourd'hui, je suis consultant. Et en fonction de mes différentes expériences professionnelles, aujourd'hui, je propose des services, ça peut être dans l'événementiel, dans le social, même dans le BTP, tu vois, dans la communication aussi. Et ça, c'est des choses que j'ai acquis à travers mes différentes expériences. Et aujourd'hui, avec mon smartphone, je suis sollicité, je fais une facture, un devis, et tu vois. Et tu gères ton métier de consultant comme ça? Voilà. T'es consultant depuis combien de temps? J'ai
j'ai créé ma structure début 2019, mais on va dire depuis 2016-2017, tu vois. Tu as commencé le boulot. Ouais. Ok. Mais là, j'ai vraiment pris les choses sérieusement début 2019. Après, malheureusement, l'actualité culturelle, justement, l'actualité du cinéma m'a rattrapé. Donc j'ai dû mettre en stand-by et puis là, je reprends. T'es- le cinéma, c'est venu il y a combien de temps? Moi, là où j'en suis, c'est que tu es dans des associations en parallèle, tu arrêtes de bosser, tu rentres dans tes associations, tu en crées ou tu participes avec d'autres gens au milieu social de ta ville. Tu développes l'associatif. En parallèle, là, tu continues de progresser. Et c'est à ce moment-là que vient le cinéma ou ça vient bien après tout ça? Le cinéma, c'était même pas attendu. Hein. C'était même pas... C'est un accident, j'ai envie de dire. un bel accident. C'est un accident. T'as mon frère de lutte, Sadia Diawara, tu vois, qui est aussi quelqu'un de très investi, qui lui a décidé de s'investir dans le cinéma, mais dans la production. Et comme dans notre habitude, quand l'un d'entre nous lance une initiative, on se donne de la force, tu vois, on se soutient. Donc là, je rendais visite pendant le casting de son premier film, La Cité Rose. Et là, tu as le réalisateur qui m'aperçoit. Je vais voir comment se passent les choses. Et moi, je ne savais pas qu'ils avaient... ils penchaient sur un personnage qui n'arrivait pas sur lequel ils n'arrivaient pas à trouver un profil. Donc là, il aimait le fait que, tiens, ton pote, il pourrait correspondre à ce fameux profil, tu vois. Et moi, Sadia vient me voir. Je lui dis, mais t'es un ouf, toi. J'ai jamais joué. De quoi tu me parles? Laisse-moi tranquille avec ton histoire de cinéma, tu vois. Et du coup, il a insisté. Je me suis prêté au jeu. Toi, mais vraiment, je m'en foutais. Je dis, vas-y, viens, on le fait, parce que sinon, tu vas pas me lâcher. Ils m'ont retenu. Et du fait de mon apparition, puisqu'il y a plusieurs séquences qui ont été supprimées, puisque c'est dû aux histoires de montage et au choix définitif. Donc j'apparais qu'à la fin de La Cité Rose. Et juste mon passage de la fin me fait basculer sur un autre projet 2 ans après. L'année d'après, c'est un long métrage. Le film est actuellement sur Netflix, c'est Les Gorilles, avec Joey Starr et Manu Payet et Alice Belaïdi, où là je me retrouve propulsé directement dans un rôle principal. Moi, t'as vu, je prends le truc à la légère, je me dis bah, vas-y, c'est une expérience comme une autre. Je joue le jeu, je suis retenu, et là je me retrouve embarqué dans un environnement qui m'était inconnu en réalité, tu vois. Il y a eu l'expérience Cité Rose, mais c'était plutôt familial, puisque c'était les poteaux. Ouais. Là, je connaissais personne. Moi, Joey Starr par rapport à la musique, tu vois. Là, je me retrouve dans un autre contexte. Joey Starr qui me donne des conseils, les mêmes conseils qu'il a reçus de la part de Depardieu à l'époque, où il a commencé ses premiers pas dans le cinéma. Et puis, il me met à l'aise, tu vois. Et puis, on commence à jouer, tac, tac. Bon, le film a été un flop. Mais pour moi, c'était une expérience de ouf, tu vois, très riche, puisque là, tu te retrouves dans un environnement où tu as un assistant qui te lâche pas d'une seconde, même pour aller au shot, et où tu te retrouves à lui dire, mais pourquoi tu m'accompagnes au shot? Il me dit, tu fais partie des rôles principaux, il t'arrive quoi que ce soit, le film, c'est mort. Et le mec, il m'explique, tu vois, c'est un des régisseurs, il a la pression de ouf. Je dis, vas-y, tranquille, t'inquiète, t'as la cool. Et c'était la période... où tu avais les mouvements sociaux des intermittents du spectacle, tu vois, qui exigeaient un meilleur traitement au niveau des acquis sociaux et ainsi de suite. Et comme moi, j'étais déjà très engagé, tu vois, contre les injustices et les inégalités, tous les soirs après le tournage, je me retrouvais avec toute l'équipe technique à discuter, stratégie, tac, tac. Ouais. Et tu sais, ils étaient limite un peu choqués qu'un mec issu des quartiers populaires s'intéresse à ces sujets et puisse leur donner des conseils. Je dis, en fait, on a un ennemi commun. C'est qu'on a une institution qui nous écrase. Après, c'est réparti, c'est dispatché plus ou moins en fonction d'une réalité sociale ou non. Bon, peut-être que toi, tu es régisseur, tu habites un milieu aisé dans Paris. Mais au final, on se retrouve parce que sur le plan professionnel, on te fait comprendre que
il y a des points que tu vas perdre. J'ai dit, si chacun reste dans nos coins, ben, ça les arrange en face. Mais si on se met ensemble, tu vois, là, j'étais en tant que comédien. Mais là, c'est comédien, technicien. C'est-à-dire, en tant que comédien, on est solidaire à votre réalité. Et eux, ça les a choqués. Parce que dans ce milieu-là, les comédiens restent dans leur coin. Toi, c'est très communautaire. Les techniciens sont dans leur coin, et ainsi de suite. Et quand tu regardes, quand tu te penches dans ce milieu-là, tu as un syndicat pour chaque corps de métier. Tu vois, c'est structuré comme ça. Donc, du coup, chacun se bat pour sa paroisse. Et quand tu regardes la vie en général, c'est un peu ça. Toi, aujourd'hui, on veut nous taxer de communautaristes dès qu'on n'est plus de 5 Renois dans une salle de réunion. Alors que moi, j'ai souvent eu, pour exemple, et ce qui m'a inspiré, moi, localement, sur le communautarisme, c'est même pas les histoires des Black Panthers, c'est tout. C'est l'histoire locale. Moi, quand j'étais invité par l'association des Bretons Frénois, c'est du communautarisme. C'est du communautarisme, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait rebondir sur le fait que le communautarisme, c'est bon pour eux, mais pas pour les autres. Oui, c'est ça. C'est ça, on est d'accord. C'est que c'est pas bon d'être communautaire, il faut absolument se mélanger. Quand il n'est pas blanc. Oui, c'est ça, parce que pas que ça, c'est les Asiatiques sont en communauté. Il y en a beaucoup qui sont en communauté. Mais on l'est tous. On l'est tous quelque part. Ouais. Mais quand tu l'affiches et que tu le mets en avant, eh ben, c'est pas une bonne chose. C'est ça. Voilà. Alors qu'on peut être les deux. On peut tout à fait être avec sa communauté, son noyau d'origine, et tout à fait être ouvert au monde de l'extérieur, parce que de toutes les façons, ça se passe comme ça dans beaucoup d'endroits, quoi. Ça se passe comme ça partout, en réalité. Mais ce qu'on vend, c'est ne pas être communautaire. Bah en fait, on nous impose une définition politique, parce que c'est les politiques qui ont imposé cette définition, que quand on entend communautarisme, c'est limite un gros mot. Tu vois, c'est limite quelque chose de négatif. Ah non, vous ne devriez pas. Ouais, ils en ont fait un mot négatif. Quand tu vas au Mali et que tu t'es invité par l'Institut français, ou même pas, quand j'étais aux Oscars par rapport aux Misérables, on n'a pas pu tous accéder à la cérémonie. Donc moi, je fais partie de ceux qui étaient invités à une soirée entre Français. J'étais le seul Renoir. Et en discutant avec un gars, je dis... Ça va, le communautarisme français, il est en place à Los Angeles. Et les gens, ils se mettent à rigoler. Ils me disent, ouais, effectivement. Je dis, ça choque personne. Mais par contre, sur le territoire, on va se retrouver entre Maliens, ça va poser problème. Et toi, nous, on n'a jamais eu de problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas honte. Aujourd'hui, là, tu vois, je dois faire un démenti suite à l'un de mes entretiens avec une journaliste du Monde qui a mal interprété mes propos. Et dans l'article, elle me fait passer pour ce citoyen franco-malien qui est contre la logique communautariste. Qui est contre la logique communautariste. Okay. Ouais. Alors que quand on me connaît bien, quand j'ai commencé mes premières batailles, c'est parce que ma condition de Renois et de musulman, en fait. C'est-à-dire que la logique communautaire fait que il a fallu que je me lève pour me défendre. Parce que personne ne le faisait à ma place. Donc, Renoir, confession musulmane, je suis la négrophobie, l'islamophobie, je me lève. Il n'y a rien de méchant, rien de mal à cela. Comme un Breton qui va se lever parce qu'on va vouloir changer les couleurs de son drapeau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, ça met en contradiction plus ou moins ces fameuses valeurs républicaines. Tu vois, on dit liberté, égalité, fraternité. Mais le met avec des points de suspension. Bon, en réalité, c'est ça. C'est comme ça qu'ils devraient l'inscrire. Sur tous les murs. Sur tous les murs et sur toutes les façades des écoles. Ouais. C'est... Comment on y arrive? Comment tu y arrives? Parce que là, on est passé un peu du cinéma à ce que tu fais au quotidien, mais à un moment donné, tu as une bascule. Quand tu es dans l'associatif et tu avances, tu te rends compte des réalités du métier. Entre-temps, tu travailles aussi à côté, j'imagine, comme médiateur, ou tu l'es déjà pu? Éducateur spécialisé. Voilà. Après, j'ai envie de dire, la médiation, c'est quelque chose d'inné quand on a grandi dans un quartier populaire et que on se bat pour quand on se bat contre les injustices et les inégalités. Par exemple,
à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les guerres interquartiers. Je faisais toujours partie de ceux qui s'interposaient. En fait, j'étais toujours dans ceux qui imposaient le dialogue. Le point de friction part de qui? Un tel et un tel. Et on se retrouve dans une situation où on a 20 personnes là contre 40 au nom de tel quartier, tel quartier. J'ai dit, mais on va se poser, on va discuter. Et tu connais, à l'ancienne, quand il y avait un problème entre deux individus du même quartier ou non, ça finissait en tête à tête, tu vois, à la loyale. Et une fois le chiffonage fini, on passait à autre chose. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans un autre contexte où, dans cette fameuse transmission, on a laissé diffuser les aspects les plus négatifs. Tu vois, c'est-à-dire la réputation d'un quartier dans la tête de nos gamins aujourd'hui doit perdurer. Alors qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que... Même les quartiers ne sont plus les mêmes. Les quartiers ne sont plus les mêmes. Tu vois, aujourd'hui, moi, je me réjouis quand aujourd'hui un journaliste m'accompagne dans mon quartier, il me dit « Ah, c'est bien calme votre quartier ». Je dis « oui, ouais, c'est devenu. » C'est devenu calme parce qu'on a occupé le terrain, parce qu'on a fait sortir les gens de chez eux, on a fait en sorte que les responsabilités de notre vie de quartier nous concernaient tous. Et que si comment dirais-je, on était gangréné par exemple par le trafic à une certaine période, la solution c'était d'occuper le terrain, puisqu'on laisse on laisse des espaces vides, sans parler du mépris, de la négligence des institutions qui étaient censées éviter ces situations critiques. Nous citoyens responsables, on a mis en place des activités, des actions qui nous ont permis de nous débarrasser des aspects les plus négatifs de justement la survie dans un quartier. La survie dans un quartier. Là, tu continues ça, tu commences à être de plus en plus militant à ce moment-là. Là, on est à quelle période à peu près? Alors, on est dans la transition où j'atteins le plafond de verre, où je commence à me politiser dans ma réflexion. C'est-à-dire que j'étais plus dans l'action, voilà, dans l'action, dans le pragmatisme. Toi, moi, ce qui m'a toujours inspiré, c'est la fameuse scène la fameuse scène des Black Panthers face aux policiers. Par rapport au 3e amendement, toi, tout citoyen se sentant menacé peut se servir de son arme. Et quand tu vois les activistes des Black Panthers face à une brigade de police qui les menacent avec leurs armes, ils ne s'attendent pas à ce que les Afro-Américains qui sont en face d'eux sortent aussi leurs armes. Vous tirez, on tire. Et ce message-là, tu vois, j'en ai fait une métaphore. Tu vois, c'est-à-dire, moi, dans mon parcours perso, je me suis dit, mais on passe notre temps à se plaindre. On passe notre temps à pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais est-ce que nous, à notre niveau, on a fait l'effort de changer les choses? Parce qu'effectivement, si tu continues à rester dans j'ai envie de dire, dans ce terreau de plaintes, sans te remettre toi en question, tu peux pas éternellement dire que c'est la faute d'un tel et d'un tel. À un moment donné, tu te regardes, déjà toi, est-ce que mes agissements sont bons? Est-ce que mon attitude est bonne? Tu corriges, et là, tu peux te permettre de pointer du doigt. Je dis, ça et ce point-là me dérange. Donc, c'est à ce moment-là que tu bascules, que tu te dis qu'il faut que je passe un peu plus de l'autre côté. À ce moment-là où je commence à m'intéresser au droit, au juridique, au code déontologique de la police, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis, mais en fait, pourquoi faire usage de la force alors que on a tout devant nous? On a juste à appliquer le droit et de bousculer les choses. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis, mais on nous a toujours tenu le discours ou ce rejet du discours politique. Oui, non, la politique, c'est pas pour nous. Continuez à nous représenter, continuez. Mais quand je regarde les programmes et les projets, c'est pas des programmes et des projets qui auront des répercussions sur sur les questions de cohésion sociale et ainsi de suite. C'est pas le but recherché. C'est pas le but recherché. Et comme on fait partie des non-votants
donc de ceux qui ne vont pas s'exprimer quand il y a l'appel aux urnes, bah, c'est tout à fait logique que ceux d'en face, quand ils montent au créneau pour acquérir des sièges, bah, ne nous regardent pas. Et quand j'ai commencé à m'intéresser justement à ces questions-là, c'est-à-dire à participer aux réunions, au comité de quartier, au début, j'y comprenais rien. Tu vois, ça parlait un jargon. Je dis de quoi il parle. Je me suis forcé à rester. J'ai fait mes recherches, je prenais des notes. Et là, jusqu'au jour où je tombe sur le règlement d'une élection où il est stipulé que tout citoyen peut se présenter sans être encarté ou représenter un parti traditionnel. Ce jour-là, dans ma tête, je dis, mais depuis le début, on nous fait croire qu'il faut rentrer soit à gauche, soit à droite, ou au centre. Et là, je commence à cogiter dans ma tête. Et localement, c'est là où on commence à me taxer d'extrémiste communautaire, parce que je commence à poser des questions qui n'ont rien à voir avec mes hobbies du quotidien. Tu vois, là, je venais plus pour demander des créneaux de gymnase. Je vais demander, mais comment se fait-il que le quartier d'en face, toutes les feuilles sont ramassées et nous, on nage. On nage dans les feuilles. Comment se fait-il que les agents de propreté passent la souffleuse sur le trottoir d'en face et pas sur le nôtre? Et pourquoi on a intégré extrême droite ou à tout ça? C'est des questions de vie, quoi. Alors, il faut savoir que je crois qu'ils ont dû oublier qu'ils nous ont parqués dans un seul et même site de vie. Donc quand on nous parque dans un quartier et que majoritairement il y a des Noirs et des Arabes, les premières actions que tu vas mettre en place, même que ça soit de convivialité ou non, la majorité de Renois et de Rebeux qui vivent dans le quartier vont se réunir. C'est tout à fait logique. Mais à partir du moment où nous, on a eu l'ambition de dépasser nos frontières, à faire l'effort d'aller faire connaissance avec les habitants des quartiers pavillonnaires, zones résidentielles, juste en faisant connaissance, on a commencé à élargir et à changer les visages qui se retrouvaient lors de nos rassemblements. Aujourd'hui, sans mauvaise prétention, je peux dire que quand mon asso organise un événement, on rassemble plus que comment dirais-je, le comité, la section événementielle de la ville. Tu vois, sur ça, ils pètent un câble. Et quand tu regardes les personnes qui se retrouvent, toutes les confessions sont représentées, toutes les classes sociales, toutes les générations. Vous avez réussi à regrouper les gens pour aller dans une même voie. C'est ça. Et toi, tu as plusieurs casquettes en même temps à ce moment-là. Ouais. Tu progresses, tu es aussi dans d'autres associations qui commencent à défendre d'autres combats. Je ne veux pas faire d'erreur, mais je crois qu'il y a la négrophobie, c'est la même période, où tu aussi rentres avec eux pour participer au combat qu'ils mènent, parce que tu trouves que c'est un combat qui doit être mené. Et légitime. Il y en a d'autres aussi. Oui, il y en a d'autres. Il y a plusieurs associations à ce moment-là. Ouais. Donc à ce moment-là, Almami, et là, tu étais déjà sur le terrain, là, comment on doit appeler ça, doublement sur le terrain, et tu te mets à suivre, à pousser d'autres associations tout en continuant à travailler avec ta ville. Exactement. Si tu veux, on a créé l'association en 2002. Donc on était déjà dans cette logique de s'entraider, de s'apporter de la force, d'interagir. Par exemple, je ne sais pas si à Vitry, il y a une galère, ceux de Fresnes, Chevilly, L'Haÿ-les-Roses, l'objectif c'était... Il y avait quand même créé une interaction, une réactivité, tu vois. Il y avait solidaire entre nous. Et après, il y a eu 2005. C'est que le souci, c'est que pour de nombreuses personnes, ont vu le jour en 2005. C'est-à-dire, après le 2005, les institutions se sont dit, on va faire monter des têtes, on va faire monter des référents. Moi, j'étais marginalisé à cette époque-là. Je le suis encore aujourd'hui, mais mes actions démontrent que ce qu'on essaie de faire passer concernant ma personne, ça tombe à l'eau. Il y a plusieurs questions à cet endroit-là. D'abord, autour de toi, dans ta famille, où il y en a qui sont aussi politisés comme ça, qui se battent aussi, ou tu es le seul? Non, je suis le seul à être vraiment engagé. Engagé. Après, tu as l'une de mes sœurs qui a pris le relais de l'association,
qui elle est aussi très engagée à son niveau. Toi, elle est infirmière de métier. Donc, on va dire qu'elle, c'est la partie la plus douce Mais de dans mon la famille, engagement. tu es le seul à avoir pris cette voie. Mais par contre, dans la famille, j'ai appris que, comme je précisais tout à l'heure, le petit frère de mon père, donc mon oncle, lui était lettré. Et c'était lui dans la famille, par exemple, au foyer, c'était lui qui faisait tous les courriers en français. C'était lui qui faisait la courrier en transmission entre tout ce qui était administratif et comment dirais-je, l'association qui représentait le village dont on vient. Et lui, par contre, j'ai découvert qu'il était très engagé dans les années 70-80 à travers le documentaire Noir de France. Ok. Donc je vois mon oncle dedans. L'avant-première, voilà, j'étais invité, je vois mon oncle interviewé, je crois que c'était sur TF1 à l'époque, ou TF1 ou France 2. Et je vois en train de taper son français à la Molière devant le micro du journaliste. Donc dans ta famille, il y a quand même cet ADN. Voilà, et c'était à l'époque où les foyers Sonacotra subissaient des pressions. Ouais. Et les résidents ont dû s'organiser et se battre. C'est-à-dire que j'apprends que mon oncle se tapait avec les CRS, ça faisait des piquets de grève, ça faisait des gardes à vue, et ainsi de suite. Tu vois, et je reviens vers lui, et lui fait partie de ces oncles qui, quand moi j'ai commencé à prendre de la place à travers mes engagements, qui me déconseillaient de continuer dans cette voie-là. Mais sans me préciser pourquoi. Et c'était son expérience, en fait. Il parlait de son expérience, mais sans le dire. Sans le dire. Ça retombe sur un sujet que j'aime bien aussi poser la question et débattre, c'est la transmission. Ouais. Mais elle est avec toi. Ça, c'est un sujet à lui tout seul, en vérité, la transmission. Parce qu'il y a plusieurs sens dans la transmission. Déjà, la tienne, dans ta famille, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes. Donc, tu n'es pas seul. Il y a quand même une ADN. Même si c'est venu après, tu as quand même des référents. La transmission de l'oncle qui te dit de ne pas forcément aller dans cette voie-là, mais qui ne te l'explique pas. On a beaucoup de parents comme ça, qui ne nous transmettent pas le pourquoi du comment, mais qui nous disent « fais comme ça, je t'ai dit ». Malheureusement. Mais c'est comme ça. On a eu ce problème de transmission avec nos parents, mais il y a une ADN qui fait que des fois, on poursuit des combats sans le savoir. Il y a aussi la transmission, nous, aujourd'hui, vers les plus jeunes, mais pas forcément que les jeunes. On doit aussi transmettre, même à notre génération. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas, malgré tout ce qui se dit, à certains combats. Tu vois ? Donc, comment t'opères ça ? Et aussi, tu as dit une autre chose tout à l'heure, c'est, moi j'appelle ça tirer vers le bas. La culture de l'échec. On a aussi ça dans nos quartiers. Tu es là, tu organises des événements, tu montes des projets, tu luttes seul, avec d'autres associations, avec des personnes que tu vas rejoindre ou qui te rejoignent pour des combats. Parce qu'ils sont importants à mener, ils doivent être menés. Et en même temps, en parallèle, on a la culture de l'échec qui nous gangrène depuis toujours. Nous, les premiers, on a été acteurs de ça à un moment donné. Et ceux qui s'en sont sortis sont pour moi ceux qui avaient une ambition, qui étaient ambitieux, peu importe leur domaine d'activité, mais ils avaient une envie. Tout le monde a pris une voie différente pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, comment on est dans un moment comme ça où on doit, d'après les dires, pas être communautaire, mais en même temps, on sait que c'est important de l'être tout en s'ouvrant. On doit lutter contre une forme d'institution qui est générale. Et en même temps, il y a la culture de tirer vers le bas. Toi qui es au milieu de ça, je sais pas, j'ai dit beaucoup de choses en même temps. Hein. Donc, si tu veux, tu décortiques et on en parle. Mais j'ai envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Comment on fait ? Moi, dans mon quotidien, je dis aux gens, culture du haut, aller vers l'avant, pousser, monter. En même temps, il y a des petites conneries qui me font marrer, où je vais regarder, je vais rigoler, je vais dire putain vous êtes cons, mais c'est marrant. Et il y en a d'autres, ça me fait pas rire du tout. Tu vois, en même temps de ça, on doit progresser. On doit progresser par rapport à l'institution. On doit exister, avancer et être des structures. Tu vois, comment tu vois ce bordel, quoi ?
Pour te résumer ce bordel, comme tu dis, je vais relater les conseils d'un ancien lors d'une réunion sur les questions de la négrophobie. Donc là, tu avais une réunion avec 2 générations, 2 visions différentes. Et l'ancien, ce conseil-là, je l'utilise, je mets en application dès que j'en ai la possibilité. Il dit on a un problème majeur. C'est que, en prenant l'exemple de notre communauté, il expliquait que dans un groupe, dans une dynamique, on parle d'organisation. On va mettre quelqu'un devant, on va mettre des gens à côté et on va mettre des gens derrière. Et le problème, c'est que dans cette culture de l'échec, quand tu désignes une personne devant, il s'avère que dans le groupe, il y en a plein d'autres qui voulaient être devant. Et tous ceux qui voulaient être devant vont avoir des comportements qui vont plus ou moins saboter la dynamique. Donc lui, il part du principe que celui qui est devant, c'est pas forcément le plus intelligent ou le plus lettré d'entre nous. Mais c'est le plus beau. Il sort bien à l'image. Le plus charismatique. Voilà. On doit l'accepter. Ensuite, à côté, tu as celui qui va écrire. Le cerveau. On doit aussi l'accepter. Et celui qui est mis devant doit aussi l'accepter. Doit jouer le jeu. À côté de cela, tu as le communicant. Tu vois, celui qui va gérer la diffusion et ainsi de suite. Ses compétences et ses talents, il met au service de la cause. Et tant qu'on continuera à vouloir être partout à la fois alors qu'on doit respecter en fonction de ses compétences ou là où on a été désigné, on n'ira nulle part en vérité. Tu vois, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en réalité. Dans beaucoup de choses. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est que moi, quand je dis je me suis concentré sur les actions de terrain, sur la proximité et ainsi de suite, c'est parce que j'ai su composer avec les gens qui m'entouraient, les gens qui m'accompagnaient. Je dis, toi, t'es plus fort que WAM, tu me mets à l'amende à la rédaction, tu me mets à l'amende sur la stratégie. Mais ça, c'est savoir s'entendre ou savoir se dire la vérité. Exactement. Et savoir aussi se corriger. Savoir se corriger. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, tout à l'heure, je t'expliquais avant d'aller sur un plateau, même si je sais que je vais maîtriser le sujet, je vais avoir le réflexe d'appeler mes 2-3 numéros. Et boum, mini-débat, boum, boum, ok, je garde ça, je retire ça, et ainsi de suite. Il n'y a que comme ça qu'on peut défoncer les murs, j'ai envie de dire. Mais si on continue à avoir des comportements individualistes, effectivement, on va nulle part. Parce que plutôt que d'être dans un projet global et commun, on est dans des calculs, tu vois, dans des petits calculs. Alors qu'on devrait être dans des grands calculs. Dans des grands calculs. La transmission, s'il y a un message à entendre là-dedans, c'est qu'on doit être capable d'accepter chacun nos postes. On a des postes naturels qui nous reviennent et qui nous correspondent. C'est ça. Et on a des rêves. Tu peux rêver être le numéro 9, mais peut-être que tu vas jouer 6. Et beaucoup de jeunes, de gens dans les quartiers, surtout nous, puisque c'est nous qui faisons, on va dire entre guillemets, le plus de bruit dans les quartiers, on a vachement du mal avec ça. À accepter qui on est, notre capacité. Il faut aussi grandir, mais quand tu rentres dans une équipe 3-4, il y a des postes, il faut savoir prendre. Tu seras peut-être pas le leader, mais tu seras un autre type de leader. Tu seras le leader de ton poste, sur ton côté. Et ça, c'est super dur dans les quartiers. Dans les quartiers, après, l'ancien faisait savoir aussi que ça ne se limite pas uniquement, par exemple, à notre communauté ou à notre environnement social, tu vois. C'est un ensemble. Mais c'est ce qui nous fait le plus de mal, en vérité. Ça nous fait le plus de mal. Ouais. Et il y a aussi le côté l'école. Ouais. Être le wesh wesh ma gueule de l'école, c'est être le show de l'école. Être le show, et pour être le beau gosse de l'école, faut pas travailler, mec. Il faut être le plus tux possible et parler bien français, bah, t'es le plus bouffon, alors que non, c'est tout à fait l'inverse. Donc, tu vois, il y a un très, très gros travail au niveau de la culture de l'échec. Et je suis content de la façon dont tu l'as amené, tu l'as expliqué, parce que j'essaie, dans chaque podcast, de pouvoir parler de ce petit détail-là, qui est de vraiment... Comment inverser ce pôle-là et comment ramener la culture de l'effort, la culture de la réussite, la culture, l'envie, tout simplement. Pay the Builder, sa construction, elle est là.
Elle est que la personne qui demain est inspirée par toi, moi, je veux qu'il entende ton chemin et que en fait, tu as commis des erreurs, tu t'es planté, mais tu es toujours debout et tu vas de l'avant. Parce que tes erreurs sont ton expérience, déjà d'une, et de deux, tu as la culture de la réussite. Tu as envie d'atteindre tes objectifs. C'est ça. Ils peuvent être dans le cinéma, dans le sport, dans la musique. Ils sont là et t'y vas. C'est exactement ça. Je dis, souvent, tu vois, les jeunes que j'accompagne, je reviens sur les plaintes, tu vois, des fois, c'est des plaintes inutiles. Je pose toujours la question. Qu'est-ce que tu as commencé à faire pour toi? Pour toi-même. Ouais. Et souvent, tu te rends compte que la plupart des ados bégayent. Ils disent, moi, je pense qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. Donc, j'attends. J'attends. Et je prends. Voilà. Je dis, mais pourquoi pas prendre ce que tu as envie de prendre, déjà. Je dis, pourquoi pas construire ce que tu as envie de porter. Et ils me disent, ouais, mais c'est pas possible, tu vois. Certains vont se cacher, je vois, mais regarde. Ils vont se limiter. Souvent, je parle d'autodiscrimination aussi. Tu vois, il y en a beaucoup. Tu vois, quand tu parles de la culture de l'échec, on est les premiers à se mettre une balle dans le pied. Tu vois. Dernièrement, je discutais avec un ex-candidat de Saint-Denis pour les municipales. Et il m'a expliqué comment ils se sont organisés pour que lui ne se retrouve pas à devenir maire. Et je lui ai dit, tu sais que ça ne m'étonne pas ce que tu me racontes. Parce qu'il me disait, ouais, les premiers pour qui on s'est levé, ce sont les premiers qui nous abattent. J'ai dit, ça t'étonne encore, ça? C'est tellement devenu une pratique. J'ai dit, à partir du moment où nous-mêmes, on ne prend pas conscience que quand on décide de porter des responsabilités, ce n'est pas uniquement pour représenter les nôtres, mais représenter un ensemble d'individus qui n'ont pas forcément la même culture, qui n'ont pas forcément les mêmes origines, qui n'ont pas forcément les mêmes... comment dire, le même parcours social. Il faut partir du principe que tu as décidé de porter un projet politique pour un projet de vie global qui va inclure tel groupe, tel groupe, tel groupe et tel groupe. Si tu te dis, tu vas monter au créneau pour avoir les voix des quartiers, tu as perdu d'avance. C'est pour ça que je parlais de code tout à l'heure. C'est-à-dire que respecter les codes de chacun. Ok, tu es issu d'un quartier populaire. Mais est-ce que tu vas plus apporter au quartier populaire en tenant un discours qui s'adresse uniquement à eux ou en s'adressant à l'ensemble des habitants qui habitent le territoire? Donc, ce qui est important, c'est que peu importe dans le type d'institution dans lequel tu rentres, une des premières choses à faire, c'est comprendre les codes. Comprendre les codes. T'y intégrer en tout cas ces codes. Et si tu veux les changer, les maîtriser pour les faire évoluer. C'est ça. Mais il faut les comprendre. Tu rentres dans cette pièce, il faut comprendre les codes de la pièce pour pouvoir interagir dans cette pièce. Exactement. C'est exactement ma logique, ma philosophie. Et jusqu'à présent, voilà, j'ai connu des échecs, mais c'est des échecs qui m'ont apporté. Qui t'ont apporté. Tu vois, j'ai rien perdu en fait. Donne-nous une de tes pires, un de tes plus gros échecs qui te sert aujourd'hui quand même d'expérience importante. Celle que je viens de t'évoquer, c'est à l'époque où on a créé le mouvement Émergence. On s'est dit on s'est même pas dit que nos quartiers avaient besoin d'être représentés. On s'est dit, il est temps de nous représenter, aussi politiquement. Parce que dans la lecture, c'était comment se fait-il que nous acceptons que les personnes qui proviennent de Picardie ou d'Auvergne montent dans la capitale et se disent nous représenter, alors qu'ils n'ont pas grandi dans cet environnement. Tu vois ce que je veux dire? Et alors que nous, on est plus légitimes que des parachutés, on se dit, ouais, non, c'est bon, on accepte. Vous êtes présenté, ça a échoué. Ce que nous, on accepte, doivent aussi l'accepter. C'est-à-dire quand on décide de représenter l'ensemble de la population, qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations, parce que ça laisserait sous-entendre qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui seraient aptes à représenter tout l'ensemble. Et que nous, on serait uniquement aptes à faire office de pot de fleurs. Et ça, on doit le refuser catégoriquement.
À partir du moment où on l'accepte, bah, derrière, il faut plus se plaindre. Et ça a fini comment, du coup, Émergence? Vous avez perdu? On n'a pas fait un gros score, mais on a marqué des esprits. Vous avez marqué les esprits? On a marqué des esprits parce que encore aujourd'hui, tu as des gens quand même qui ont voté pour nous quand ils ont vu notre affiche. Toi, l'affiche, elle était, certains vont dire, elle était Benetton, elle était colorée. L'affiche représentait notre projet de vie. C'est-à-dire que c'est ensemble. C'est-à-dire que quand on nous parle de diversité, et souvent je reprends, souvent les politiques, quand ils parlent de diversité, c'est les blancs d'un côté et les autres de l'autre côté. De l'autre côté. Alors que pour nous, quand j'emploie le mot diversité, c'est nous tous. C'est le nous avec le N majuscule. Il n'y a pas un groupe de personnes d'un côté et l'autre de l'autre. On est tous ensemble. Toi, on ne fait pas de particularisme, j'ai envie de dire. Tu vois, Macron, dernièrement, il parlait de séparatisme en laissant des sous-entendus par rapport au mouvement, par rapport à ce que le comité Adama a réussi à faire sortir dans la rue. Alors que c'est lui, aujourd'hui, qui est dans la démonstration du séparatisme, en fait. Tu vois, sur une question toute simple. On nous parle de racisme. Et tu trouveras toujours dans le jargon politique, et on revient sur les codes, faire du séparatisme, c'est par exemple dire lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Ça, c'est du séparatisme. L'antisémitisme fait partie du racisme. Et si nous, on ne fait pas d'efforts pédagogiques auprès des plus jeunes, ils vont évoluer, tu vois, avec ce jargon-là, et se dire, l'antisémitisme, c'est quelque chose à part. On l'entend. Alors que l'islamophobie, la négrophobie, l'homophobie, l'antisémitisme, tout ça, c'est la même famille. Et en fait, on a des hommes et des femmes à la tête de ce pays, irresponsables en réalité. Parce que c'est eux qui soufflent sur les braises, et ceux qui obligent des groupes de personnes de rester entre elles. Et ensuite, après, ils vont les taxer de communautaires, d'éléments dangereux, et ainsi de suite. Alors que, mais, en fait, ils répondent aux répercussions de ce que vous provoquez, en fait, dans la société. Toi, c'est simple à comprendre. Mais on va induire en erreur ces groupes de personnes qui, eux, ont décidé, même si on n'est pas d'accord sur les méthodes ou sur la réflexion ou sur les propos tenus, c'est eux qu'on va invectiver, tu vois. On va dire, regardez, ça, c'est dangereux. Mais par contre, quand on va montrer des identitaires au-dessus d'un immeuble parisien, brandir une banderole stupide, là, non, c'est une très belle action. C'est comme ça qu'elle a été traduite? Ah oui, c'est comme ça que ça a été traduit. Dans les médias. En finissant avec un selfie en narguant tout le monde. Tu vois, ils ont fait 1 heure au poste et sont retournés chez eux. Demain, un groupe de jeunes français, noirs ou maghrébins font la même action. On sait d'entrée de jeu quelle va être la communication. Groupe extrémiste, alors que pour moi, les identitaires, c'est un groupe extrémiste. Et ça, personne n'emploie ces mots-là à leur égard, alors que le message est clair de leur part. Et ensuite, on va nous parler de liberté. Oui, c'est la liberté d'expression. À partir de quel moment la liberté d'expression est la même pour tous, là? À ce moment-là, j'aime bien dire Éric Zemmour et Dieudonné. Ouais, voilà. Tu vois, pourquoi l'autre, on l'a tabassé médiatiquement et fiscalement, et puis l'autre, il est carrément présentateur de télé. Voilà, sur une chaîne de diffusion massive, et il diffuse ses bêtises dans le plus grand des calmes. Il y a aussi le combat de... Moi, j'aime bien La Vérité pour tous. Oui. Qui, pour moi, regroupe tous ces combats-là. On a mis Adama parce qu'il fallait mettre un nom en avant, parce qu'il y a une personne qui s'est levée à ça et qui vous a tous fédérés, moi-même mais plus discrètement, et qui a fédéré autour, mais en fait c'est La Vérité pour tous. Donc ça fédère aussi beaucoup d'actions de diverses personnes qui sont pas forcément des mêmes cultures et qui se regroupent autour de ce projet-là. Justement, la démonstration qu'il y a eu à travers le combat Adama, c'est ce dont
on parlait depuis le début, tu vois, cette fameuse culture de l'échec où tu te retrouves confronté à ce fameux discours banalisant. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien de porter plainte. Ça sert à rien de dénoncer. Ça sert à rien de se battre. Et là, à travers le combat d'Adama, eh ben, ils ont la démonstration que si ça sert à quelque chose, à partir du moment où on s'organise un minimum, à partir du moment où on fait confiance à un tel ou un tel en fonction de ses compétences, à partir du moment où chacun reste à sa place et qu'on reste fidèle à ses revendications et pragmatique, on bouscule les choses. Là, ça fait 4 ans que la famille se bat. Et pourtant, avant Adama, il y a eu des morts. Et après Adama, il y en a eu d'autres. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi c'est cette famille qui fait plus de bruit? Mais quand tu regardes de plus près, la famille Traoré s'est entourée de plusieurs experts sur différentes thématiques. La famille a toujours le dernier mot. Donc Assa a su s'entourer de personnes compétentes et a su prendre ce qui les intéressait en réalité. Et ce qui n'a pas empêché, malgré qu'elle mène le combat pour son frère, ça n'a pas empêché de faire profiter de la médiatisation d'autres familles. Pour que les gens prennent conscience que ce qui est arrivé à son frère, c'est arrivé à d'autres avant et ça arrive encore aujourd'hui. Et quand il y a l'écho outre-Atlantique avec l'affaire George Floyd, parce qu'on a voulu nous mettre dans la sauce, comme disent les jeunes aujourd'hui, ils ont voulu nous faire dire que oui, vous cherchez à comparer la police américaine et française. Mais non, arrêtez de nous raconter des bêtises. On vous dit juste que le contexte dans lequel est décédé George Floyd est le même dans lequel est mort Cédric Chouviat, Adama Traoré ou Lamine Dieng. C'est juste que, malheureusement, là, il y avait des images. On a vu, pendant plus de 8 minutes, un homme noir perdre la vie. On a la même chose en France. Il y a eu la même chose en France. Et vous avez été incapable de traiter ces dossiers-là, humainement parlant. À quel moment, toi, tu rentres dans le groupe? À quel moment tu décides de rentrer dans ce combat? En fait, je décide même pas. C'est que naturellement, à chaque fois qu'il y a un événement tragique qui implique les forces de l'ordre et un des nôtres, on a tout de suite ce réflexe à appeler l'un des membres du réseau qui habite la ville ou être mis en contact avec les gens de la ville où ça s'est passé. Et là, d'entrée de jeu, c'est comme si, comme si en cas d'attentat, on mettait en place une cellule psychologique. Et ben en fait, on a adapté cette logique-là, c'est qu'on se met en place. Donc là, c'était Samir, un ancien du MIB, Mouvement Immigration Banlieue, qui était les premiers dans nos quartiers à s'organiser politiquement, à apporter une réponse politique aux injustices qu'on subissait. Et en fait, c'est la continuité en fait, de ces actions-là qui ont fait qu'on en arrive là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a évité les erreurs qu'ils ont commises à l'époque et on a été de l'avant. Et on s'est refusé justement cette logique de l'échec où des gens autour de nous découragés, oui, soit par rapport à la religion, soit par rapport au contexte national. On n'est pas chez nous, ceci, cela. Mais nos parents pouvaient tenir ce discours. Nous, on n'a plus le droit de tenir ce discours et on doit s'interdire de tenir ces propos-là. Parce que nous sommes des Français avec nos origines et nous avons les mêmes droits. Donc on va les mettre en application. Et j'ai envie de dire, j'étais là dès le début. Mais on a laissé faire les choses naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Et Samir était sur place, a aidé les jeunes du quartier à s'organiser, ceux qui ont fait la première conférence de presse. Toi, c'est aussi ça qui nous permet d'avoir du crédit et du respect les uns envers les autres, puisque on n'est pas venu faire à la place des amis d'Adama ou de la famille Traoré. On s'est mis au service d'eux. Moi, j'ai une expertise. Toi, tu as une expertise. Un tel a une expertise. La meilleure chose qu'on a à faire dans ce genre de situation, c'est se mettre au service d'eux. Et après, on décide si on continue ou on ne continue pas. On continue. Mais on doit à chaque fois se mettre au service d'eux. Comme on dit,
on est plus à l'aise que certains dans notre société, de temps en temps, ça fait pas de mal d'aider des démunis, tu vois. C'est-à-dire, ne serait-ce une personne qui a un problème de logement. Dans notre réseau, on a des gens qui bossent dans tel office HLM ou élu au logement haute. Hop, coup de fil, boum, boum. La situation est réglée. Tu observes ce qui se passe dans la vie. Il y a des combats qui peuvent t'intéresser, qui pour toi méritent de prêter beaucoup d'attention. À ce moment-là, tu prêtes attention et tu suis le combat. Ça, c'est ta force, Almami. C'est pour ça qu'on te connaît. C'est cette force de pouvoir participer à plusieurs aussi combats en même temps. Parce que moi, je veux pas qu'on te ferme dans le combat de Adama ou comme à l'époque dans le combat de la négrophobie. Tu es aussi dans le film Les Misérables, c'est une autre façon de travailler et de combattre parce que Ladji, ce qu'il a fait, il raconte quelque chose, il parle aussi d'un vécu. Tu te repositionnes en tant qu'acteur à ce moment-là, même si c'est arrivé comme tu nous l'as expliqué par le hasard. Tu es dans la transmission, je trouve que tu es hyper intéressant parce que justement tu as plusieurs casquettes et tu arrives aisément à passer d'une casquette à l'autre. En tout cas, de ce qu'on voit officiellement, tu as vu, il y a un travail derrière qui est fait parce que tu as un noyau, parce que tu as tes 2-3 numéros qu'il faut appeler. Tu mets aussi ton image en avant, tu te positionnes avec tes traits de caractère, ton aura, ce que tu es, et on te prend, ou on te prend pas d'ailleurs, avec ce profil. Je le répète et je le dis comme ça pour que les gens entendent bien que être fidèle à soi-même, être sûr de soi, c'est un avantage dans la vie. C'est en sachant ce qu'on veut qu'on nous voit, on nous perçoit et on peut nous inviter. Là, pour le coup, ça a été des films pendant que tu mènes tes combats. Et je vais arriver à un troisième point parce que tu as un côté sportif aussi. Il y a le Quai 54. Dans le Quai 54, tu gères les équipes ou une équipe de sécurité. Non, je gère le staff. Tu gères le staff, ok. Je voulais aussi que tu nous parles aussi de cette petite partie-là. Tu sais tout aussi bien t'amuser, mais ça, je vais le garder pour moi, cette partie-là. Je vous la dis pas. Mais tu fais la part des choses et tu sais aussi, c'est important parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les jeunes, ils sont en mode, ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Mais si Almami avait dit le cinéma c'est pas pour moi, peut-être qu'il l'aurait jamais fait de cinéma. Pareil pour la politique, si tu t'étais dit que non c'est que pour les autres, t'aurais pas eu ce parcours-là qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Combien ça, 20, 25 ans? Ouais, une vingtaine d'années maintenant. Ouais. Là on part de tes 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Ouais, si tu t'étais dit que ces codes-là, je les apprends pas, je les maîtrise pas, je ne sais pas c'est quoi, un peu d'ouverture, un peu de sociabilité et beaucoup d'échanges, t'aurais pas pu atteindre ça. Avec les jeunes des quartiers, il y a d'autres fréquentations aussi. Dans ces fréquentations-là, il y a Amadoun Sidibé qui a aussi monté le Quai 54. C'est une autre façon pour toi aussi de soutenir en rentrant dans cet effectif-là, parce que tu y es depuis 15 ans aujourd'hui. Et raconte-nous cette petite partie-là, comment tu es rentré dedans et comment tu gères. Le même réflexe que pour les autres. Pour les autres combats. Ouais, c'est ton ADN, c'est comme ça. Je vois le grand ref Amadoun, tu vois. Moi, je suis un numéro du basket aussi. Je vois l'événement du frère, je dis, c'est lourd. Là, c'est la période où je suis très investi dans l'associatif et je me dis, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on doit faire l'effort de se donner de la force. Mais se donner de la force, c'est pas juste dire, c'est bien ce que tu fais. Non, c'est contribuer. Au succès de l'événement ou du projet du frère. C'est dur aujourd'hui, non? Il y a une partie de nos gens, c'est dur. Je dis nos gens, il y a une partie de la population, c'est dur, ça. Ah bah oui, c'est pas évident. Parce que dans la population générale, il y a certains qui vont malheureusement avoir le mauvais réflexe de se dire ouais, vas-y, pourquoi je vais lui donner de la force? Lui, il va chez moi et en retour, je vais avoir quoi? Il faut jamais se dire ouais, je vais donner de la force pour avoir quelque chose en retour. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est de l'ordre de la fraternité, en fait. C'est de l'amour d'essai, en fait. C'est-à-dire, moi, si lui réussit, c'est que j'ai réussi. Tu vois? Tu as contribué, tu as participé. Et pour moi, c'est ça, donner de la force. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
certains me le reprochent, tu vois. On me On te reproche quoi? on me reproche de donner de la force. Trop de force ou de donner tout simplement de la force? Donner de la force. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on va me faire remarquer, ouais, mais regarde, tu partages les événements d'un tel et d'un tel, et lui n'a jamais rien partagé de toi. Je m'en fous. Tu vois, il y a 2 ans, tu as la communauté asiatique qui organisait une mobilisation par rapport aux violences qu'ils subissaient et au racisme qu'ils subissaient. On était très peu de Renois, mais je suis venu donner de la force. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand à l'époque j'étais dans les actions de la brigade anti-négrophobie, où j'avais des potes maghrébins, asiatiques, blancs, qui venaient donner de la force. Parce que justement, ma logique, c'est pas que de dire ouais, laissez-moi mener mon combat et on se voit après. Non, c'est que je mène un combat. Si vous êtes à côté de moi, c'est parfait. Parce que moi, si demain vous arrivez une galère, je serai le premier à être de votre côté. Et ça, c'est ce qu'on doit. C'est des valeurs, je pense. C'est des valeurs qu'il faut véhiculer, qu'on doit inculquer, qu'il faut transmettre. Ma mère m'a transmis ces valeurs, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que dans le quartier, ma mère, c'était le genre de femme, elle effaçait les frontières, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand nos mamans se retrouvaient dans un local qui était mis en place par les structures du département, les centres sociaux, où les mamans échangeaient leurs richesses culinaires. Tu vois, quand tu as une maman malienne qui te fait des beignets rebeux, et de l'autre côté, la maman marocaine te fait des beignets maliens, tu vois ce que je veux dire? Tu manges tout. Tu sais, tu manges tout, mais ce que je veux dire, tu vois, la magie de ces initiatives, bah, fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand aujourd'hui je dis notre objectif commun, c'est d'effacer les frontières que la société nous impose. Parce qu'on est exactement dans ça. C'est que le gouvernement ne veut pas nous voir apporter de la force au personnel soignant, ne veut pas nous voir apporter de la force aux cheminots, ne veut pas nous voir donner de la force aux gilets jaunes, et vice-versa. Ça, ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que c'est le début de quelque chose qui va les mettre en péril. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça que quand ils voient une femme noire porter sur ses épaules le combat de son frère, et malgré elle, le combat de toute une génération, ils se disent on a raté quelque chose. Et c'est normal qu'ils aient peur. Parce que pour une fois, ils n'ont pas la main mise sur un mouvement social. C'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup trop de choses. Dans tout ça, ça t'arrive la remise en question? Bien sûr, tous les jours. Tous les jours? Ouais. Tu réfléchis comme ça en fonction du sujet, tu te remets en question, tu réfléchis? Je réfléchis, voilà. Il t'arrive des fois que bon, ben, tu m'interpelles sur telle ou telle thématique, Sadia fait la même, d'autres potos, des oncles. Mon père, bon, c'était en mode coup de pression à l'époque, lui, il voulait pas que je fasse de la politique ou je m'engage. Mais aujourd'hui, il dit rien. Tu vois, je sais qu'il surveille. Il fait des gestes. Ouais, il regarde. Il y a des oncles qui font remonter. Hey, ton fils est passé sur BFM. Tac, tac. Aujourd'hui, il discute avec tes parents ou tes autres parents. Ils vont plus discuter avec toi, ceux qui ont eu des parcours. Ils vont plus te transmettre leur expérience. Ouais. Leur questionnement. Par exemple, mon oncle, mon oncle que j'ai découvert sur le documentaire Noir de France, je lui ai reproché, par exemple, tu vois. Je lui ai dit, ouais, tonton, pourquoi on n'est pas au courant? Pourquoi tu nous as pas partagé cette expérience? Tu vois, comme ça, j'aurais su. Il m'aurait partagé cette expérience. Par exemple, quand j'ai eu mes premiers soucis professionnels, bah, je n'aurais pas été vers la CGT, par exemple. Parce que dans son parcours, la CGT l'a trahi. Tu vois, on lui a fait croire, oui, t'inquiète pas, tu auras un super poste. Et ils l'ont laissé en galère quand la lutte s'est terminée. Tu vois, en victoire, mais... Sans eux. Charles de Gaulle. Sans les concernés. Voilà. Charles de Gaulle. En victoire sans les tirailleurs sénégalais. Voilà, exactement. Tu vois. Et ça se répète. Pourquoi ça se répète? Parce qu'à un moment donné, quand les anciens parce qu'ils veulent nous préserver aussi, tu vois. Mais en voulant nous préserver, c'est pas forcément la bonne façon. C'est pas forcément la bonne solution. J'ai découvert très tard que mon père était un gros entrepreneur. Tu vois. C'est dingue. Tu vois, c'est n'importe quoi. J'ai commis des erreurs que j'aurais pu largement éviter parce que mon père directement a entrepris et dans plusieurs pays différents. Ouais.
Donc ça pareil, joue. tu me fais penser, pareil, mon père faisait partie des premiers, il était sur Stalingrad et c'était l'un des premiers à avoir une boutique à vendre nos produits. Par exemple. Aujourd'hui, ceux qui vendent nos produits, c'est des Indiens ou des Asiatiques. Quoi, ils sont asiatiques. On est incapable pour l'instant. Tu vois, et quand il me raconte que quand il retournait au Mali pour acheter en gros et qu'il revenait, la caisse était vidée. Parce que les refrains avec lesquels il s'était organisé, ils allaient dilapider le bif en boîte de nuit. Tu vois. Malheureusement. Mais on aurait pu parler de ce sujet-là, mais il fallait qu'on rentre. Mais oui, il y a l'Afrique aussi. Mais c'est encore un tout autre, autre débat. Tu vois, en parallèle, avec tout ce qu'on mène ici, l'Afrique fait partie des objectifs. Ouais. C'est-à-dire les répercussions qu'on provoque ici ont forcément des répercussions de l'autre côté. Tu vois, c'est-à-dire que dans la dignité dans sa globalité du parcours de nos parents, on se doit de faire honneur de ce qu'ils ont sacrifié pour nous, avec pour ambition le pont qui existe entre l'Occident et notre continent d'origine. Ouais. J'aime bien parce que ça nous anime tous. Je pense que afro-descendants, peut-être même les autres, mais je les connais pas forcément, on a ce truc de vouloir représenter nos parents malgré tout et d'apporter ce petit plus. Avant qu'on parte sur l'Afrique, et ça sera trop long, donc je te réinviterai s'il le faut pour ça, mais qu'est-ce que toi, tu transmettrais aux jeunes, ou qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre de tous tes combats, de ton image, la personne que tu es? Hein? Qu'est-ce que tu essayes, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de toi, ou quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Moi, le conseil que je donne le plus souvent, c'est surtout de ne plus attendre, de plus être dans l'attentisme, c'est-à-dire on est en capacité de réaliser, de produire, de construire tout un tas de choses et de ne laisser personne vous dicter ou dire ce que vous êtes ou ce que vous deviendrez. Et après, souvent, j'ironise en disant que heureusement que je suis têtu. Parce que peut-être que je ne serais pas têtu, je n'arriverai pas à tenir un certain cap. Mais c'est une question d'intégrité, tu vois, d'identité, de fierté aussi, de détermination. Et ne laissez personne vous désorienter, j'ai envie de dire. Vous désorienter. Devenez ce que vous voulez devenir. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, je dis avancez avec ceux qui veulent avancer, construisez avec ceux qui veulent construire. Sans faire de distinction, de religion, de... Ah, tu vois, c'est important. Une nouvelle punchline pour The Builder. Pour The Builder. Ah, j'en ai trouvé, là. J'en ai noté quelques-unes, mais c'est surtout, ça ouvre à plusieurs autres questions qui me tiennent à cœur, parce que j'ai comme ambition de vraiment créer la culture de la réussite. Je crois que c'est mon plus gros leitmotiv de mon côté. Tu vois, la culture de la réussite, elle est générale, elle prend beaucoup de choses, mais c'est psychologique. C'est ça. On est d'accord. Donc il faut déconstruire d'abord la culture de l'échec pour pouvoir aller à celle de la réussite. Dans ce que tu dis là, j'entends aussi qu'il faut construire avec les bons. Dans les quartiers, je dis les quartiers, mais c'est partout pareil. On essaie de construire avec notre environnement, notre entourage qui n'est pas forcément le bon. Il peut être bon. Dans ce cas-là, il faut le déplacer. Il faut le mettre à la bonne place, tu vois. Ou sinon, il n'est pas bon. Il faut accepter new friend pour pouvoir travailler avec des nouvelles personnes qui vont nous apporter. Et on a une tendance, c'est de rester fermé entre nous. Parce qu'on pense que, je sais pas, on va pas être des traites ou je sais pas qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là pour truc. Mais pourtant, c'est important. L'évolution humaine de la relation et de New Friend est hyper important à ta construction et à ton développement. Exact. Tu me confirmes bien ça. Qu'est-ce que pour toi, aujourd'hui et demain, où vas-tu dans ta construction personnelle? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou qu'est-ce que tu travailles? Il y a tes combats actuels qui sont là, qui sont permanents et qui, pour pouvoir les suivre, je pense qu'ils ont
un bon chemin là. On est loin d'avoir fini avec tout ça. Mais en parallèle, tu as une vie, tu continues de vivre et tu continues d'avancer. Tu dois travailler, tu dois te nourrir, tu dois vivre. Tu vas te projeter dans le cinéma. Tu as de l'entrepreneuriat de prévu où tu es corps et âme dans ces combats. Et c'est comme ça que tu avances. Une chose est sûre, c'est que les combats, je ne pourrais jamais les lâcher, tu vois. Quand on a commencé à avoir le succès autour des Misérables, j'ai eu plein de messages de soutien et aussi des messages de prévention. Ouais, attention, il va falloir que tu arrêtes de militer, d'être un activiste, et ainsi de suite. Je dis, ça fait partie de moi, en fait. C'est-à-dire, demain, qu'il y ait des propositions ou encore de nouveau du tapis rouge, je vais continuer à être l'homme que j'ai toujours été, en fait. Tu suis ta voix intérieure. Ouais, c'est ma voix intérieure, tu vois. Ça serait trahir mes convictions si là, je me dis, vas-y, il y a une ouverture, je vais la saisir et mettre de côté la lutte. Je dis, c'est pas possible. Pour une carrière d'acteur, par exemple. Non, pour moi, c'est pas possible. Tu vois, je me dis, c'est justement... Tu vois, tu parlais de la culture de l'échec, ça fait partie de la culture de l'échec. Ça fait partie de l'échec. Parce que là, il y a un coup de projecteur. Donc, je ne veux pas faire l'autre. Je dois faire attention. Tu vois, mes derniers passages sur BFM, pareil. Ouais, attention, je dis, mais pourquoi attention ? Pourquoi attention ? Il y a un côté attention parce que l'institution, elle est tellement subtile et compliquée que on doit te dire avec bienveillance de faire attention au code. Ouais. Tu vois, parce que oui, on a la culture afro-américaine qui, elle, est beaucoup plus brutale, beaucoup plus frontale et je rentre dedans, etc. Mais nous, on est dans la culture de Molière. On est dans la culture du bon parler, du bien-être. Et tu sais, à l'école, quand ton exercice, il est bien présenté et que tu as mis les bonnes couleurs, comme les sisters savaient le faire très bien à l'école, elles avaient des meilleures notes que nous. Juste pour la présentation. Tu vois ? Donc, depuis le départ, depuis l'enfance, on est dans une culture où il faut bien présenter les choses. Et le fond, tu peux avoir une plus mauvaise note, mais tu auras quand même une bonne note parce que tu as bien présenté ton travail. C'est ça. Quand tu as compris ça, tu vois dans quelle institution on est et on vit. La présentation est importante. Donc, oui, effectivement, on doit te dire, en tout cas, les gens comme moi doivent te dire de faire attention à respecte bien les codes. Respecte les codes. Si tu es en média, fais attention à certains mots clés qui peuvent te nuire ou t'aider. Mais pour le coup... Un exemple, par exemple, dernier passage, c'est Sadia, d'ailleurs, il m'a appelé, il me dit, essaye de sourire. Essaye de sourire. Ah putain, on me l'a dit des années ça. Mais t'as vu, maintenant je souris tout le temps. Il me dit, essaye de sourire pour détendre l'atmosphère, puisque après, j'en ai conscience, tu vois, j'ai un visage qui peut paraître froid, dur, fermé. Mais je pars du principe que quand on traite de sujets, j'ai envie de dire de sujets aussi majeurs, aussi vitaux, j'ai envie de dire, puisque là on parle de perte humaine. Tu peux pas venir avec le sourire. Non, ce que je veux dire. Mais je comprends aussi Sadia qui dit ça. Tu vois, pour détendre, parce qu'en face, effectivement, ils ont toujours des mauvaises interprétations, des a priori, comme en ce moment, les fachos qui s'en donnent à cœur joie sur les réseaux, ont essayé de me faire passer pour un extrémiste proche des mouvances radicaux. Apparemment, je serais le représentant français de la Nation of Islam, et ainsi de suite, tu vois. Donc et bizarrement... Alors t'as jamais parlé de religion. Ouais, voilà. Et bizarrement, personne ne révèle que j'ai été candidat, que j'ai participé à des actions citoyennes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à nous de le faire, c'est à Pay the Builder de le faire, c'est mon job ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est aux autres qui sont dans ces médias-là de donner cette force-là. Exactement. C'est ça la transmission. Ceux qui sont dans les médias aujourd'hui, qui travaillent, qui ont grandi dans les quartiers ou pas, mais qui comprennent cette cause, c'est à eux de faire un article sur toi sans même pratiquement que tu as à le demander. On a 33 Cara là, qui est là qui va faire un petit truc sur toi et te rendre beau et te faire valoriser. Parce que ce sont ces médias-là qui permettent de nous mettre en avant. C'est de l'autoproduction quelque part, indirectement. Et, mais... je savais pas ces petites infos là que tu viens de... Si tu vas sur Twitter, tu vas voir. Ouais, je suis pas sur Twitter, c'est trop Twitter. Ça va vite, tu vois. Mais tu vois, au début,
tu vois, j'en rigole parce que j'ai l'habitude en réalité, tu vois. Mais quand ça a des répercussions, tu vois, ta petite sœur qui t'appelle, qui dit ouais, regarde ce qu'il dit sur toi, et ainsi de suite. Ça touche la famille. Tu vois, quand ça touche la famille, là, tu dis, et ton avocat, il t'appelle, il me dit, ben, il faut que tu portes plainte pour diffamation parce que c'est des choses qui vont rester. Tu vois, c'est comme des journalistes. Malheureusement, il y a des journalistes qui font très mal leur boulot. Souvent, quand on me présente, on me dit Almami Kanouté, éducateur à Fresnes. J'ai jamais été éducateur dans ma ville. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je suis obligé de corriger des petits ouais. détails, mais c'est des détails que quand tu vas sur Google, tu le retrouves. Tu le retrouves. Ah ouais. C'est ce que je veux dire. Donc, je vais faire le nécessaire à ce niveau-là, sur le plan juridique. Tu progresses à ce niveau-là. À ce niveau-là, je vais devoir me défendre, rétablir la vérité, et ainsi de suite. Mais c'est pas ce qui me fait peur en réalité, tu vois. Ce qui me fait peur, c'est que t'es des jeunes qui, malheureusement, se nourrissent de ces fausses informations, de ces fausses rumeurs, et les utilisent en disant « Ouais, moi non, je veux pas soutenir cette cause-là ou telle personne parce qu'elle est de telle partie, de tel bord. Tu vois ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu as plein de journalistes qui cherchent à savoir, dans les détails les plus précis, qui sont les membres du comité. Ah ouais. Qui finance le comité. Alors que personne finance le comité. Personne nous souffle à l'oreille. C'est juste des gens qui ont décidé de s'organiser. Et ça fait peur. Quand une partie de la population représentant, entre guillemets, cette fameuse minorité, s'organise, toi, avec ironie, je disais à un journaliste, en fait, là, on est en train d'assister au phénomène des Gaulois. Toi, Astérix et les Gaulois contre César. C'est, vous savez, le petit village, les petits Gaulois qui décident tranquillement de quitter leur territoire et sur leur chemin, ils vont tomber sur des cons. Tu vois, ça arrive. Mais malheureusement, on ne tombe pas dans le panneau de certains médias ou certaines organisations politiques. C'est que dès le départ, ce qu'on a renvoyé comme message, et ce qui a, je pense, traumatisé un bon nombre de gens qui n'avaient pas l'habitude, c'est de répondre de communiqué à communiqué. Dès qu'il y avait un communiqué qui était balancé par la préfecture, on répondait avec le seul outil qu'on avait d'accessible et d'exploitable, les réseaux sociaux. Donc la page Facebook a été le moyen de répondre directement aux autorités. Et ce qu'ils n'ont pas apprécié, ce qu'ils n'apprécient toujours pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, quand ça poste un truc, c'est 1 million de vues, des milliers de reposts. Et face à cela, tu vois, ils ont beau continuer à véhiculer des mensonges, les gens commencent à se rendre compte du poteau rose, tu vois. Et c'est une question d'organisation, tu vois, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Quand on s'organise, quand on fait l'effort de rester à sa place, les choses bougent. Les choses bougent. Merci de continuer à les faire bouger, Almami. Merci pour la transmission. Merci pour le combat que tu mènes. J'espère qu'il va bien, qu'on a bien compris ta mentalité, qu'on a bien compris ce que tu essaies d'engendrer, ce que tu vas engendrer demain. C'était une émission de psychologie, c'est ça? Aussi au passage. Aussi au passage. J'essaie de, comme toi, à mon niveau, j'essaie d'apporter. Tu veux faire le professeur Xavier dans X-Men? Tu veux rentrer dans ma tête? Ah ouais, mais j'aime bien Cyclope, t'as vu? Hein? Je suis très Cyclope, moi. Moi, je suis plus Wolverine, moi. T'es plus Wolverine. T'as vu, on est fâchés. Hein. On est fâchés. Tant que tu touches pas ma meuf green, tu vois, on s'entendra bien. Pour le reste, on peut aller se battre. Ouais. Mais effectivement, j'essaye de trouver ma voix et d'apporter cette petite voix en plus pour nous tous, pour moi en premier, hein, et les autres par la suite. Donc ton combat, il est plus qu'intéressant. Il est plus c'est un bon combat. Il est généreux. Et il y en a beaucoup des jeunes qui peuvent prendre ta suite, qui peuvent te relayer, qui peuvent te suivre. On l'a vu lors des manifestations et on le voit, mais c'est encore trop peu. On a une plus grosse majorité qui est dans la cité, qui est dans l'échec. Ouais. C'est le mec qui roule à 3h du mat sans casque sur sa bécane qui fait 1 milliard de bruit. Mais ce même mec, il se plaint que le keuf le tamponne, tu vois. J'en suis à là. Et on a la problématique et l'échec et le résultat auquel ça arrive. Je suis juste redescendu un peu plus bas et je me dis, mais à un moment donné, on peut pas, quoi.
J'ai été ce con, hein. J'ai été ce petit jeune con qui a roulé sans casque sur un scooter, même sans assurance et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce que nous on génère, ce que nous on provoque. Tu vois, on a tous, en fait, c'est une question de responsabilité, en fait. Voilà. On a des responsabilités partagées et effectivement, le travail de prévention, de sensibilisation et autres. Moi, j'ai toujours fait dans mon quartier, tu vois, quand tu parles de ces jeunes qui roulent sans casque, moi, si je croise un jeune dans ma ville rouler sans casque, je bloque son véhicule, je prends les clés et je te rends les clés quand tu auras un casque. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à me prendre la tête avec le grand frère, la grande sœur ou le père ou la mère, je préfère ça que entendre demain que le gamin ait été tamponné par les keufs et qu'on soit amené à nouveau à rassembler les gens dans la rue. Si on peut travailler en amont. Exactement. Si on peut travailler en amont. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ce travail-là, en réalité, c'est pas le nôtre. Tu as des gens qui sont payés pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et on se retrouve, malgré ça, c'est pour ça, je reviens sur l'attentisme, on peut plus se permettre d'attendre après un tel ou un tel. Pour moi aussi, c'est le travail des parents. Non, mais c'est partagé. C'est pour ça que je parle de responsabilité partagée. Tu vois ce que je veux dire? Tu as aussi des parents qui ont besoin d'être éduqués, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas méchant, c'est pas une insulte. Il y a besoin d'une rééducation populaire, il y a besoin de... Tu vois, je parlais de code. Il y a des parents qui n'ont pas les codes. Qui n'ont pas les codes. Tu vois, et sur qui on va rejeter la faute, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tu as des gamins qui maîtrisent effectivement, sur les questions de protection de l'enfance, qui maîtrisent leur code, qui savent que la fessée, c'est interdit. Tu me touches, je dépose plainte. Le gamin, il est placé, le père poursuivi ou la mère, et ainsi de suite. Tu vois, c'est pour ça que je parlais des frontières que la société nous impose en réalité. Quel est le modèle qu'on nous laisse en réalité? Tu vois, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Et là, on va droit dans le mur. Tu vois, là, on nous parle de remaniement. L'autre, il vient d'être à peine nommé premier ministre. Il va aller soutenir un commissariat en Seine-Saint-Denis en disant que je suis avec vous, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je peux te souhaiter, c'est le combat continue. Je te soutiens. Je suis avec toi. On se soutient. On se soutient. On est ensemble sur tout type de choses et de combats. Voilà, gros. Merci en tout cas pour l'invitation. De rien, gros. Cool. Attends, j'ai ton petit cadeau. Tes boutons de manchette sont préparés. Tu as sorti les sacoches à l'ancienne. C'est les darons qui portaient ces sacoches. Mais je leur fais toujours hommage. D'une manière ou d'une autre. Tu sais, je vais dans les friperies, je vais chiner. Et j'ai toujours ma petite pièce façon, tu vois. Si. Hein? Garde-le précieusement, c'est mon sésame. Merci. C'est mon sésame que qui te protégera à ta prochaine manif. T'éviteras peut-être quelques gazeuses ou. Moi, j'ai toujours mon bouclier à la Chaka Zulu. Ah ouais? Ouais. C'est ce qui me protège. Lourd. Le bouclier est dans la tête. Il est dans la tête? Vas-y, frérot. On est ensemble. On est ensemble, Almami. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, parfait. Ok, merci.